30 avril 1975. Un hélicoptère décolle en urgence du toit de l'ambassade américaine à Saigon. La capitale sud-vietnamienne tombe aux mains des communistes. Après 20 ans de guerre, des millions de tonnes de bombes et 58 000 soldats morts, les États-Unis viennent de subir leur plus humiliante défaite. Mais comment la première puissance mondiale a-t-elle pu perdre face à un petit pays du tiers-monde ? C'est l'histoire d'un échec stratégique, politique et humain. Pour comprendre le retrait américain du Vietnam, il faut remonter 30 ans en arrière. Au XIXe siècle, la France colonise l'Indochine, qui regroupe le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après la capitulation française en 1940, la région passe sous contrôle japonais, avec une administration sous l'autorité du régime de Vichy. C'est dans ce contexte que Ho Chi Minh, un révolutionnaire communiste et anticolonialiste, commence son combat pour l'indépendance. En 1945, après la défaite du Japon, il proclame l'indépendance du Vietnam, refusant le retour des Français. La guerre d'Indochine éclate et dure jusqu'en 1954, lorsque la France subit une défaite écrasante à Dien Bien Phu. L'Indochine est alors divisée en 4 États, le Cambodge, le Laos, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, séparés par le 17e parallèle. Au nord, Ho Chi Minh établit un régime communiste allié à l'URSS et à la Chine, tandis qu'au sud, un régime dictatorial soutenu par les États-Unis s'installe à Saigon. Dès 1955, Washington apporte une aide militaire et financière au Sud-Vietnam pour contrer la guérilla communiste du Viet Cong, soutenue par le Nord. L'arrivée de John F. Kennedy en 1961 renforce cette implication. Entouré de conseillers farouchement anticommunistes, il envoie des forces spéciales et des conseillers militaires. En 1963, le président sud-vietnamien Ngo Dinh Diem, impopulaire, est renversé et assassiné lors d'un coup d'État appuyé par la CIA. Une junte militaire instable prend le pouvoir, aggravant la situation et favorisant l'expansion du Viet Cong. Le 2 août 1964, un incident au large du Vietnam, probablement fabriqué, offre aux États-Unis un prétexte pour une intervention directe. Le président Lyndon B. Johnson obtient du Congrès la résolution du golfe du Tonkin, lui donnant les pleins pouvoirs pour engager l'armée. En 1965, après une attaque Viet Cong contre une base américaine, Washington lance l'opération Rolling Thunder, une campagne de bombardement massif sur le Nord-Vietnam. Mais la jungle protège les insurgés, rendant ces frappes inefficaces. Face à cet échec, l'envoi de troupes au sol devient inévitable. De 1965 à 1973, 3 millions d'Américains sont déployés au Vietnam. Leur supériorité technologique, avec notamment les hélicoptères Huey, leur permet de remporter les batailles conventionnelles, mais le Viet Cong adopte des tactiques de guérilla redoutables. Tunnels piégés, embuscades, attentats suicides. En réponse, les États-Unis intensifient leurs frappes et utilisent des armes chimiques comme le napalm et la jante orange. Pourtant, malgré des pertes énormes, 60 000 Viet Cong tués par an, l'ennemi continue de recruter plus qu'il ne perd. En janvier 1968, l'offensive du Tet change la donne. Des milliers de combattants communistes surgissent des tunnels et attaquent simultanément une trentaine de villes du Sud, y compris Saigon. Les forces américaines parviennent à les repousser, mais les images de combats acharnés et les lourdes pertes humaines provoquent un électrochoc aux États-Unis. Avec 14 000 civils tués et 36 000 soldats alliés hors de combat, l'opinion publique réalise que la guerre est ingagnable. Le président Johnson suspend les bombardements et engage des négociations. En 1969, Richard Nixon arrive au pouvoir en promettant une sortie honorable. Avec son conseiller Henry Kissinger, il relance la guerre en bombardant les sanctuaires Viet Cong au Cambodge et au Laos. Mais malgré cette escalade, la victoire reste hors de portée. La mort de Ho Chi Minh en septembre 1969 ne change rien, ses successeurs poursuivent le combat avec détermination.
Conscient de l'impasse, Nixon amorce un retrait progressif des troupes américaines dès 1969 qui s'achève en 1973. Les Sud-Vietnamiens, mieux armés et entraînés, doivent désormais se débrouiller seuls. Mais le constat est clair, les États-Unis ont perdu. Malgré une puissance militaire écrasante, ils n'ont jamais réussi à vaincre une insurrection déterminée, profondément enracinée et soutenue par la population. Dès le début du conflit, les Viet Cong adoptent une stratégie de guérilla. Plutôt que d'affronter directement l'armée américaine, ils préfèrent frapper vite et disparaître. Invisibles, insaisissables, ils transforment la jungle en un piège permanent, installant un climat de peur constant chez les soldats américains. La guerre du Vietnam devient aussi une guerre psychologique. Face à eux, les États-Unis appliquent des méthodes classiques issues de la Seconde Guerre mondiale, déploiement massif, bombardement intensif et occupation du terrain. Problème, ce type de guerre ne fonctionne pas contre un ennemi mobile et ancré dans la population locale. Le coût est exorbitant et pire encore, la distinction entre combattants et civils devient impossible. L'exemple le plus dramatique est l'usage d'armes chimiques. Entre 1961 et 1971, 77 millions de litres de produits toxiques sont déversés sur le Vietnam, notamment du phosphore blanc, du napalm et surtout l'agent orange, un puissant défoliant. Destiné à priver les Viet Cong de couverts et de ressources, il empoisonne 10% du territoire sud-vietnamien, contaminant les sols, les eaux et les populations. Résultat, explosion des malformations congénitales, empoisonnement, famine. Dans leur logique de contrôle, les Américains déplacent de force des villages entiers, prétendant protéger les civils. Mais ces derniers reviennent sur des terres dévastées, sans ressources et sombrent dans la misère. Les atrocités commises par l'armée américaine aggravent encore la situation. En mars 1968 à My Lai, des soldats massacrent entre 300 et 500 civils sous les ordres du lieutenant Calais. Ce carnage, loin d'être un cas isolé, choque l'opinion mondiale et finit de discréditer les États-Unis aux yeux des Sud-Vietnamiens, qui les considèrent de plus en plus comme des oppresseurs. Cette incompréhension totale de la réalité vietnamienne offre aux Viet Cong un afflux de nouveaux combattants. Washington multiplie les rapports économiques et stratégiques, mais passe à côté de l'essentiel. Les Viet Cong ne se battent pas seulement pour une idéologie, mais avant tout pour leur indépendance. Et face à une population déterminée à chasser l'occupant, ni la technologie ni la puissance de feu ne suffisent. Pour les Vietnamiens, la guerre du Vietnam n'est qu'une nouvelle phase d'un conflit commencé bien avant l'arrivée des Américains. Ce qu'on appelle la guerre du Vietnam du côté américain est pour eux la prolongation de la guerre d'Indochine, voire même un combat débuté dès 1941 contre les Japonais. L'idéologie marxiste ou libérale importée de l'extérieur importe peu. Ce qui compte, c'est l'indépendance et la réunification du Vietnam divisé et occupé par des puissances étrangères. Les combattants du Viet Cong ne se battent pas uniquement pour une idéologie communiste, mais pour une cause bien plus fondamentale. Leur pays, leurs terres, leur liberté. Leur lutte est avant tout celle de la décolonisation, une guerre nationale contre les impérialistes. Peu importe sous quel régime le pays serait unifié, tant que l'indépendance et l'unité sont restaurées. L'échec des États-Unis à comprendre cette dimension du conflit et leur incapacité à soutenir de manière crédible le régime du Sud-Vietnam ont grandement joué en leur défaveur. En malmenant leurs alliés sud-vietnamiens, les Américains ont renforcé la détermination des Viet Cong qui ne se battaient pas seulement contre un ennemi militaire mais pour la survie de leur nation. Dès que les États-Unis s'engagent au Sud-Vietnam sous Kennedy, la CIA et le haut commandement réalisent vite qu'ils ont un problème majeur. Leur allié, le régime de Ngo Dinh Diem, refuse de coopérer pleinement. Autonome et secret, Diem rejette des plans militaires américains et, pire encore, évoque des compromis avec Hanoï entre 1962 et 1963. Une idée inacceptable pour Washington.
Cet antagonisme pousse le président Johnson à désavouer Diem, qui finit par être renversé et tué dans un coup d'État soutenu par la CIA. Il est remplacé par un gouvernement faible et corrompu, obéissant aux États-Unis mais n'ayant aucune légitimité populaire. Ce régime fait apparaître le Sud-Vietnam comme une marionnette entre les mains des Américains, sans crédibilité ni soutien local. Lorsque les États-Unis se retirent en 1973, le Sud-Vietnam est déjà fragilisé. L'armée nord-vietnamienne lancée dans sa grande offensive pour reprendre le Sud rencontre une résistance quasi inexistante. Les Sud-Vietnamiens, fatigués par des années de massacres et de mauvaise direction, choisissent la capitulation. Le dernier président du Sud, Nguyen Van Thieu, démissionne et fuit vers les États-Unis, laissant derrière lui un pays sans espoir. La défaite militaire au Vietnam est aussi une défaite sur le plan de l'opinion publique américaine, où la guerre est de plus en plus perçue comme injustifiable et perdue. Au fur et à mesure que la guerre du Vietnam progresse, les révélations choquantes sur les atrocités commises, comme l'utilisation de l'agent orange, alimentent un rejet croissant aux États-Unis. Pour la première fois, les Américains sont confrontés à une guerre qu'ils ne comprennent pas pleinement, mais qui est montrée en direct à travers les médias sans censure. Les images terrifiantes et les reportages accablants, notamment les photos des sols empoisonnés et des conséquences des armes chimiques, précipitent le tournant de l'opinion publique contre le conflit. L'impact est renforcé par des enquêtes menées par des journaux comme le New York Times, qui révèlent que l'attaque contre les destroyers américains au Vietnam, censée justifier l'entrée en guerre, était en réalité une fabrication. Cette découverte, confirmée par une enquête du Sénat en 1971, révèle que l'engagement militaire américain reposait sur un mensonge, alimentant la méfiance envers la Maison-Blanche et le Pentagone. Désormais, toute décision concernant le Vietnam doit passer par un Congrès américain de plus en plus suspicieux. Simultanément, des associations de protestation contre la guerre se multiplient. Des scientifiques américains dénoncent publiquement les horreurs causées par l'agent orange, le napalm et autres armes chimiques. L'hostilité envers la conscription perçue comme inéquitable grandit, notamment parmi les Afro-Américains qui accusent de l'État de cibler les minorités ethniques pour le front. Avec près de 60 000 soldats américains tués et de nombreux autres blessés, dont beaucoup souffrent de troubles post-traumatiques, la guerre devient de plus en plus insupportable pour le public américain. Les campus universitaires deviennent des foyers de contestation, symbolisant la résistance croissante à un conflit que de plus en plus de citoyens jugent injustifiable. Dans les années 60, la mobilisation des étudiants, notamment aux États-Unis et en France, prend une ampleur jamais vue auparavant, stimulée par l'énorme génération du baby-boom. Le contexte social, marqué par la lutte pour les droits civiques et le mouvement hippie, incite de nombreux jeunes à se politiser. Ces étudiants ne se contentent pas de critiquer la guerre du Vietnam. Ils dénoncent la violence et l'inefficacité de l'intervention américaine. Des rassemblements non violents se multiplient avec des occupations d'espaces publics et des meetings ou des slogans percutants comme « Parmi les figures marquantes de ce mouvement pacifiste, on trouve des femmes influentes, comme la journaliste Gloria Steinem, la chanteuse Joan Baez et l'actrice Jane Fonda. Leur présence dans ces protestations représente un changement radical dans un paysage politique américain jusqu'alors dominé par le conservatisme. En 1971, les États-Unis commencent à réduire leur présence militaire au Vietnam. Le nombre de soldats américains passe de 450 000 à 150 000 et les dernières troupes se retirent en 1973 après la signature des accords de paix à Paris. Malgré cet accord, les Nord-Vietnamiens ne respectent pas les termes et continuent leur avancée. L'armée sud-vietnamienne, affaiblie et démoralisée, ne peut pas stopper leur progression. Le 5 mars 1975, les troupes nord-vietnamiennes lancent une offensive majeure et, le 30 avril,
entrent à Saïgon. Les Américains évacuent précipitamment leur personnel et leurs alliés, tandis que des milliers de Vietnamiens tentent de fuir par leurs propres moyens, devenant les Boat People. En quelques heures, Saïgon tombe et la guerre prend fin avec la réunification du Vietnam sous le régime communiste. La défaite des États-Unis est due à plusieurs facteurs. Les moyens colossaux utilisés étaient inadaptés face à un ennemi qui menait une guerre de guérilla. L'ingérence excessive dans les affaires du gouvernement sud-vietnamien a miné sa légitimité et son unité. En outre, la guerre n'a jamais apporté de résultats concrets, ce qui a conduit à une perte de soutien populaire. Après l'offensive du Tet en 1968, l'opinion publique américaine s'est retournée contre le conflit. Le retrait américain en 1973 intervient dans un contexte de crise intérieure. Le choc pétrolier, la lutte pour les droits civiques et le scandale du Watergate. La guerre du Vietnam marque la fin de la conscription et le passage à une armée professionnelle. Cependant, l'armée américaine, marquée par cette défaite, conservera une image ternie pendant plusieurs décennies, jusqu'à l'invasion de l'Afghanistan en 2001. En 2021, 46 ans après la chute de Saïgon, un autre revers cuisant se produit en Afghanistan où l'armée américaine vit un scénario similaire. L'effondrement du gouvernement local et l'évacuation en catastrophe de Kaboul. Les images de la débâcle à Saïgon refont surface, témoignant des échos de cette défaite historique. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner pour un contenu plus pertinent